pensez au petit brin de muguet, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. C'est une journée particulière, les manifestations un peu partout en France. Une fête du 1er mai 2023 singulière, dans un contexte particulier, celui de la réforme des retraites. Nous ouvrons notre grand débat ce 1er mai avec 3 invités. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Nous recevons Denis Gravouille, membre de la direction de la CGT. Grande journée pour la CGT. Bonjour Denis Gravouille. Et pour l'intersyndicale, bonjour. Et bien sûr, nous allons y venir. Nous recevons Luc Faré, secrétaire général d'UNSA Fonction Publique. Bonjour Luc Faré. Bonjour à vous. Alors, rapprochez-vous bien des micros. Nous vous remercions bien sûr d'être avec nous, de prendre un petit peu de votre temps parce que vous êtes attendus sur le terrain aujourd'hui. Je le disais, le 1er mai sonne bien comme aussi la fin de ce délai de décence imposé par Laurent Berger de la CFDT. Vous disiez, vous teniez, Denis Gravouille, à rappeler que c'était l'intersyndicale qui avait donné rendez-vous en ce jour. C'est l'union totale. Vous êtes prêts? On attend combien de gens, combien de personnes aujourd'hui dans les rues de France, Denis Gravouille? Ça, je ne sais pas combien on va attendre, mais je crois que ça va être encore énorme. Et c'est la première fois que l'ensemble des syndicats, la totalité des syndicats appellent à manifester ensemble un 1er mai depuis fort longtemps. Je pense que c'est très clair, on va être dans des chiffres qui seront proches des dernières journées d'action. Même s'il y a des vacances, même s'il y a des gens qui manifestent loin de leur domicile, on va être très nombreux. Ça peut changer quelque chose, William Tay. Alors, vous êtes un observateur de la politique. D'aucuns diraient que de toute façon, la réforme des retraites, elle est passée, même s'il reste encore la possibilité, et ça sera discuté cette semaine, de ce fameux référendum, de cette proposition. Mais que jouent-ils aujourd'hui les syndicats ? Les syndicats, je vais être assez provoquant et désolé pour vous. C'est le principe sur Sud Radio. Je pense qu'il peut y avoir 3 millions de personnes, 6 millions de personnes, ça ne changera rien. Sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron est obligé de l'adopter. Avec ce qui s'est passé ce week-end, l'agence Fitch a baissé la note de la France. Oui, nous en avons parlé en début d'émission. AA-. Bon, ça ne change pas la face du monde non plus. Ça ne change pas la face du monde, mais il a pris notamment cette réforme pour une des raisons, c'était la question de l'augmentation des taux d'intérêt. La charge de la dette, donc ce que paye la France sur sa dette de 3 000 milliards d'euros, est passée de 35 à 50 milliards d'euros, donc plus 15 milliards d'euros. C'est à peu près l'équivalent des recettes prévues avec la réforme des retraites. Donc, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, s'il retire sa réforme des retraites, non seulement il n'aura pas du tout son capital politique, mais en plus, il devra trouver 15 milliards d'euros supplémentaires pour donner aux Français. Et vous pensez que ça va motiver les syndicats en disant les agences de notation américaines, ça les fait rire. Attendez, Luc Faré, attendez, je vais vous donner. Le problème, c'est pas celui-ci, c'est qu'Emmanuel Macron, du coup, doit trouver 15 milliards d'euros. C'est l'équivalent de plus de 1,5 fois le budget du ministère de la Justice. Donc, il n'arrivera pas à trouver ce nombre de recettes équivalentes, que ce soit par une augmentation des taxes ou par des baisses de dépenses supplémentaires. Et donc, il va être obligé de maintenir sa réforme. Par contre, là où je pense que les syndicats ont un coup à jouer, c'est le volet intéressant, c'est que si par cas, ils ne peuvent pas faire retirer la réforme des retraites, ils ont une possibilité qui est d'augmenter leur poids politique en vue de négocier avec Emmanuel Macron sur d'autres sujets, les sujets qu'il a donnés dans le cadre des 100 jours. William Tay, quand vous dites ça ne va rien changer, Luc Faré, vous dites quoi? D'abord, je dis que quand on parle d'agences de notation qui dégradent la note de la France, on voit bien que Emmanuel Macron s'est trompé, puisque son objectif était d'éviter, selon lui, cette dégradation sur les marchés financiers. Donc même s'il y a un côté spéculatif. Je le dis aujourd'hui c'est très plus clairement, spéculatif qu'autre chose, Luc Faré. Emmanuel Macron nous a entraînés dans une réforme, et je le redis, inutile. On est sur 13 milliards éventuellement d'économies, et on pouvait les trouver autrement. C'est ce que toutes les organisations syndicales ont dit. Et aujourd'hui, en ce 1er mai, nous allons montrer une nouvelle fois au gouvernement et au président de la République que dans l'unité, nous sommes capables d'être des millions à contester sa réforme. D'accord, mais la question, ça change quoi? Rappelons que 380 000 personnes s'étaient rendues à la précédente journée de mobilisation, c'était le 13 avril. Contre la police, oui, enfin un peu plus. D'accord, et puis contre 1,08 million 3 semaines auparavant. Donc, ça baisse. Mais là,
pour le coup, Denis Gravouille, ça ne peut que monter. Donc, c'est quoi le curseur? Parce que William T vous provoque, là, ça change rien. Vous dites ça change. Et à partir de combien de personnes? On n'est vraiment pas du même côté du micro et forcément on va nous dire que l'histoire est écrite d'avance, que le libéralisme va gagner et autres. Sauf que, y compris d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Luc sur la notation de l'agence en question, c'est quand même très marrant de les entendre dire en fait ils n'auraient pas dû faire comme ça en gros. Ce que ça veut dire en clair, c'est que même une agence de notation qui est totalement dans les lois du marché et vient nous dire que peut-être que Emmanuel Macron a perdu tout crédit politique et que justement il y aurait dû avoir une autre façon de faire et en particulier on décide pas uniquement en fonction des marchés mais on décide en fonction de la démocratie. Enfin pas vous, la CGT, vous n'allez pas vous appuyer sur des agences de notation américaines pour attaquer Macron. Prenez autre chose. Je note quand même que même eux l'ont taclé. Donc voilà. Bon, par ailleurs, les batailles n'est pas terminée. Dans l'opinion, on a quand même, si Emmanuel Macron continue à passer sa réforme, c'est pour l'instant ça l'a complètement discrédité. On voit bien que les ministres ne peuvent pas se déplacer. Combien, Denis Gravouille, combien de personnes vous attendez? Et à partir de ce moment-là, vous dites, regardez, il y a beaucoup trop de gens dans la rue, on change tout. Il y aura, je ne sais pas combien on sera. Est-ce qu'on sera 1 million, 1,5 million, 2 millions aujourd'hui? Je pense qu'on sera très très nombreux et surtout ça continue parce que les gens ne veulent pas de cette réforme. Et puis il y a tous les sujets qui ont été largement développés. Cette réforme, elle est non seulement injustifiée, mais elle est totalement injuste. On sait qu'il y a des gens qui vont mourir avant l'âge de la retraite en nombre considérable dans tous les métiers pénibles. Toutes ces questions-là n'ont pas été. Il fallait parler du travail avant de réfléchir à la question des réformes. Et c'est exactement le contraire de ce que vous propose le gouvernement avec la première ministre Elisabeth Borne qui dit bon allez maintenant vous venez, on parle du travail. Vous dites c'était le contraire, on parle du travail et après on fait la loi. Luc Faré. Mais ce que dit la première ministre et surtout le président de la République en annonçant 100 jours, eh bien moi je dis chiche. Et ça sera évidemment un débat de l'intersyndicale. Mais allons tous ensemble imposer nos sujets et montrer au gouvernement qu'il y a évidemment le sujet de la retraite, mais il y en a d'autres aussi, dont celui du pouvoir d'achat. Et celui-là, il faut absolument que nous arrivions à faire changer l'attitude du gouvernement, par exemple. Et je pourrais parler de celui du intéressant. travail. Donc vous, Luc Faré, secrétaire général UNSA Fonction publique, vous dites chiche, on y va. Vous, pour la CGT, Denis Gravouille, vous dites on y va? On verra bien ce que dira l'intersyndicale. Et je le redis bien, dans l'intersyndicale. L'intersyndicale, elle se réunit demain matin. Oui, mais déjà, la CFDT a dit on ira. Il y a déjà eu des expressions plus ou moins diverses, mais l'intersyndicale, elle tient, elle se réunit demain, elle va faire une expression. Donc, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, par exemple, et nous, on continue à œuvrer pour qu'il y ait des sujets ensemble. Par exemple, quand le le président de la République, comme il fait les deux à la fois, évidemment, a dit, soi-disant... Comment vous rebondissez, c'est joli. Comment, juste après la promulgation, il dit oui, on va apaiser, on va partir sur 100 jours, et autres, et puis on va continuer une loi plein emploi. En fait, il reprend les mêmes chantiers contre lesquels on s'est tous opposés. C'est-à-dire France Travail, par exemple, c'est s'attaquer maintenant aux allocataires du RSA, aux plus pauvres. C'est aussi des sujets sur lesquels on va continuer à se battre. Et vous jouez votre rôle, et c'est là-dessus qu'on vous attend. Alors William Tay, on le sent bien, il va y avoir débat. Ils vont y aller, même s'il y a l'intersyndicale qui va. Mais cette intersyndicale, vous, observateur de la vie politique, je le rappelle, pour le think tank, le Millénaire, elle va tenir l'intersyndicale pour vous? Moi, je pense que l'intersyndicale va tenir sur deux sujets principaux, qui est l'opposition à Emmanuel Macron dans sa globalité sur sa personne, en raison de sa personne, sa politique menée depuis 2017, etc. Et sur la question de la réforme des retraites. Parce qu'il y aura plusieurs séquences. Il y a la question du RIP, enfin de référendum d'initiative partagée, et puis il y a la niche parlementaire auquel l'IOT va déposer une proposition de loi pour supprimer, abroger la réforme des retraites. Donc sur ces sujets-là, l'intersyndicale va tenir. Ensuite, après, sur les autres questions... Alors c'est le 3 mai, rappelons-le, le Conseil constitutionnel donnera son avis sur le 3 mai, et la niche de l'IOT doit arriver avant cet été. Le 8 juin. Sur les autres sujets, sur la question du plein emploi, du travail, du pouvoir d'achat, sur la question de la revalorisation des métiers d'enseignants, par exemple, est-ce que l'UNSA sera d'accord avec la CGT? Est-ce que la CFDT aura la même ligne que la CGT? Je pense que sur différents sujets, l'intersyndicale ne tiendra pas parce qu'il y aura une partie qui seront davantage réformistes, qui seront prêts à négocier pour obtenir des revalorisations pour les salariés, pour les fonctionnaires, etc. Ouais. Alors que la CGT joue plutôt un rôle, désolé, mais d'opposant, et Sophie Binet est dans la même ligne que Philippe Martinez. De toute façon, par nature, une intersyndicale, c'est bien. Mais justement,
justement, j'arrive vers vous. Mais attendez juste, Denis, l'intersyndicale, Denis Gravouille, l'intersyndicale, évidemment, c'est un intérêt pour montrer l'unité, mais à terme, le but du jeu, c'est que chacun justifie son autonomie. Jamais on reviendra en arrière sur ce qui s'est passé depuis 4 mois. Ça fait 4 mois. Ça a été fédérateur. Ça fait 4 mois que tous les responsables des organisations syndicales travaillent ensemble, et ça, c'est une chance pour le syndicalisme en France. Et quoi qu'il y ait comme différence d'approche, les organisations syndicales vont continuer à discuter, vont continuer à parler ensemble. Elles ne seront pas toujours d'accord sur tous les sujets, mais ça n'empêche que les liens qui ont été créés vont faire que le syndicalisme en France sera plus fort. Bon, Luc Faré, vous avez doublé Denis Gravouille. Je devais faire une pause, mais juste en 10 secondes. En 10 secondes, le récit après, comme quoi l'intersyndicale va se fracturer, on l'a depuis des mois et des mois. Et les batailles, par exemple, sur les salaires, les batailles sur les droits sociaux, ça fait des mois et des mois au-delà de la retraite sur lequel on se retrouve. Il y a des syndicales partout qui fonctionnent et qui ont envie de continuer parce que c'est le seul moyen de gagner. Bon, et puis ça a dynamisé effectivement le mouvement syndical en France. Alors, on n'a jamais eu autant d'adhérents. Voilà, 0826 300 300. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous y allez, vous allez défiler, que ce soit à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Caen, où on attend 22 500, ça fait beaucoup à Caen, Paris bien sûr, Brest, Saint-Étienne, Pau, grand rassemblement. Vous y allez, vous nous appelez 0826 300 300. Quelles sont vos motivation. Puis si vous avez envie de dire moi je n'y vais pas parce que je pense que ça va servir à rien, vous nous appelez aussi. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Nos invités restent avec nous, nous en débattons jusqu'à midi. À tout de suite. C'est le 1er mai, une journée attendue. Nous allons bien sûr tout au long de cette journée sur Sud Radio avoir les yeux rivés sur les différents rassemblements. Alors il y en a plusieurs, il y a bien sûr les rassemblements à l'appel des syndicats et nous en parlons dans ce débat. N'oublions pas aussi, nous aurons un œil sur Le Havre avec la fête de la nation du Rassemblement national. Nous en parlions tout à l'heure avec un des députés. 0826 300 300, quel est votre programme à vous, auditeurs de Sud Radio, en ce 1er mai? Vous n'hésitez pas à prendre la parole dans ce débat avec 3 invités qui nous font le plaisir d'être avec nous en ce 1er mai. Denis Gravouille, membre de la direction de la CGT, qui j'imagine tout de suite après son intervention va rejoindre ses camarades dans le défilé. Même chose pour Luc Faré, secrétaire général d'UNSA Fonction Publique. Et puis, dans le rôle du père Fouettard, l'observateur de l'actualité, William Tay, président du think tank Le Millénaire, qui n'hésite pas à appeler un chat et à mettre un petit peu de pression sur nos amis syndicalistes qui sont là. Et nous régalons pour cela. Alors, nous parlions de la mobilisation. J'aimerais quand même revenir sur cette fameuse finale de la Coupe de France de football. On attendait, moi j'ai regardé, 49e minute, 0-3, il y a eu 2-3 sifflets, il n'y a pas eu de carton rouge, etc., etc. Je trouve que d'un point de vue communication, le président de la République, il a bien géré parce qu'on l'a vu devant des millions de personnes sur France Télévisions répondre aux questions, les entraîneurs, les présidents qui venaient lui serrer la main et tout ça. Oui. Voilà, mais Denis Gravouille, il s'en sort pas trop mal là-dessus, Emmanuel Macron, non ? La préfecture de police avait pris un énième arrêté d'interdiction de manifestation qui a été cassé à la demande de toute l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis, qui a été cassé une nouvelle fois parce qu'on ne peut pas remettre en cause le droit de manifester. Ça, c'était une victoire pour vous. Ça, c'est une première victoire pour nous, ça c'est le plus important et c'est presque tous les jours, à chaque fois qu'on nous sort ça. Bon, derrière, ensuite, il s'est planqué et on l'a vu en fait que dans les caméras qui ont à peine été diffusées dans le stade pour pas se faire siffler. Mais c'est quand même 8 millions de personnes contre 80 000, donc il est gagnant quand même. Je sais pas s'il est gagnant, en tout cas, c'est quand même révélateur du fait que Emmanuel Macron et ses ministres ne peuvent pas se déplacer sur le terrain sans se faire siffler, il faut qu'ils se planquent. Bon, c'est vraiment ça qu'on a repéré. Mais franchement, alors je sais pas si vous êtes des suiveurs du foot, moi j'en suis un, je viens du sport en tant que journaliste. Voilà, William Tay, ça a toujours été. Chirac, Mitterrand, Sarkozy, Hollande ont tous été sifflés. Oui, mais c'est pour ça que moi je pense qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci, a commis une erreur. C'est-à-dire qu'il est gagnant à court terme en termes d'image, à mesure où il n'a pas été sifflé. Par contre, les impacts à long terme sur la suite de la fin de son quinquennat vont être très importants. Et je vais expliquer pourquoi. Je pense que lorsque vous êtes élu par le cœur social-démocrate et le cœur de la démocratie chrétienne, qui est le cœur de son électorat, qui a bâti l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui et la social-démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans l'après-seconde guerre mondiale, vous ne pouvez pas faire des dérives autoritaires et antilibérales comme il l'a fait. Vous ne pouvez pas interdire à des supporters de venir sans carton rouge et sans sifflet, ça ne se fait pas en France.
Alors, juste une question. Là, encore une fois, si vous venez avec un sifflet dans un stade, vous pouvez perturber parce que vous jouez le rôle de l'arbitre. Donc tout le monde se serait arrêté au coup de sifflet. On sait que le sujet essentiel, c'était pas le sifflet, c'était surtout le carton rouge. Alors justement, je mets de côté le sifflet parce que franchement, c'était pas bien vu non plus. Ensuite, en revanche, le carton rouge, ça c'était bien vu. Après, je pense qu'il y a un deuxième point. C'est le principe auquel maintenant tous ces préfets de police mettent en place, c'est qu'ils interdisent avant d'autoriser. Or, l'interdiction doit être l'exception et non pas la règle. Alors maintenant, ce que fait les préfets de police, c'est qu'ils interdisent. Or, la liberté d'aller et venir est le cœur de l'état de droit. Le troisième élément que je vois, c'est que s'il a gagné à court terme, c'est-à-dire qu'il a eu des très belles images, au final, il reste un président qui est désormais bunkérisé. C'est-à-dire qu'il est obligé de se cacher pour saluer les joueurs, il est obligé de se cacher, modifier le protocole pour remettre la coupe, et lorsqu'il se déplace, il est obligé de prendre des protocoles exceptionnels. Il ne pourra pas tenir jusqu'à la fin du mandat, à chaque fois avec 3000 à 5000 CRS pour le protéger à chacun de ses déplacements. Ce n'est pas tenable. Donc ça veut dire... Alors, oui, William, je pense que est-ce qu'il doit changer de ligne politique? Pas forcément. Est-ce qu'il doit changer de méthode de gouvernance et doit être davantage ouvert et horizontal dans le dialogue et la discussion? Vous dites oui. Je pense que oui. Alors, Luc Faré, bon, on met de côté cette histoire de finale de la Coupe de France, mais aujourd'hui, là, c'est l'heure de vérité. Emmanuel Macron, face à vous, les syndicats, face à des peut-être millions de personnes, là, va devoir se retrouver dans une situation différente. Quelle peut être sa marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous lui demandez? Il a annoncé lui-même 100 jours. Dans ces 100 jours, nous souhaitons aborder des sujets précis. Et j'ai dit tout à l'heure, celui du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la clé pour la majorité, la grande majorité des Français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat? Donnez un exemple. Eh bien, ça veut dire, par exemple, pour les fonctionnaires et les agents du service public que je représente, eh bien, ça veut dire une augmentation de la valeur du point d'indice. Et pas une petite augmentation de la valeur du point d'indice. Oui, les 38 euros du SMIC, par exemple. La hauteur de l'inflation. Et aussi, rebondir sur ses propres propos. Il annonce et il demande aux employeurs du privé de donner des primes. Eh bien, ça peut être aussi une méthode utilisée dans la fonction publique. Alors, donc, pouvoir d'achat, autre exemple. Augmentation des salaires. Augmentation des salaires d'une façon générale, parce que ça a des répercussions pour tous les Français, et en particulier ceux qui sont les moins rémunérés. Vous me demandez d'autres exemples. Allons-y sur les conditions de travail. Allons-y, Luc. Allons-y sur les conditions de travail. Allons-y sur les conditions de travail. Et mettons-nous autour de la table pour améliorer les conditions de travail. Et puis, ouvrons enfin, dans la fonction publique comme dans le privé, le chantier de ce qu'il faut que nous fassions pour sauver notre planète. Oui, il y a des choses à faire en France et on doit associer l'ensemble des Français et des salariés pour que ce qui soit mis en œuvre soit positif pour tout le monde. Vous rebondissez sur la question de la transition énergétique, c'est très intéressant. Alors, Denis Gravouille, bon, j'entends bien évidemment Luc Faré, secrétaire général UNSA Fonction publique, vous parlez des employés des entreprises publiques. Vous y allez aussi pour ceux du privé, parce que alors pour le coup, eux sont un peu moins syndiqués parce qu'il y a la pression du grand patron. Hein. Bien souvent, le syndicaliste dans le privé, il souffre. Ou dans les traités des entreprises et autres. Mais dans le public comme dans le privé, on a eu une baisse des salaires en euros constants, surtout depuis les temps d'inflation. Il est temps que ce soit rattrapé. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une répartition des richesses qui est complètement déséquilibrée. Notamment depuis qu'Emmanuel Macron, mais ça a commencé avant, est arrivé. Tout va pour les revenus du capital en déversement de dividendes à un niveau considérable, qui ne vont même pas en investissement, par exemple, pour la transition écologique. C'est absolument considérable. Et là, il faut complètement inverser ce point-là. Il y a une redistribution des richesses produites par le travail qui est absolument nécessaire. Et en particulier, il y a les salaires, mais il y a la question de la lutte contre la précarité. C'est insupportable qu'un jeune mette 9 ans à atteindre le premier CDI de sa vie, et c'est bien plus quand on est moins qualifié. Bon, alors, il y a d'autres thèmes, et nous prenons le temps d'en parler. Vous donnez votre avis aussi au 0826 300 300. William Tay, quand Denis Gravouille et Luc Faré parlent du pouvoir d'achat, parlent des revenus exorbitants, de la différence entre les revenus des grands patrons et puis des ouvriers. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'un seul pays fasse évoluer cette tendance? Parce qu'on est dans l'internationalisation. Les gros salaires des gros patrons, est-ce que ça peut s'infléchir uniquement de la part d'un seul pays? Non, et surtout, en fait, la France fait partie d'un système qui est le marché unique. C'est-à-dire que les personnes ont le droit de liberté de circulation des personnes et des capitaux dans le marché de la zone euro et dans le marché commun européen. Donc ça veut dire que si par cas, imaginons qu'on va prendre la cible les plus connues, si vous taxez Bernard Arnault ou les personnes les plus
plus importantes, elles peuvent se déplacer très facilement en Belgique, au Luxembourg, etc. C'est le premier élément. Ensuite, après, sur la question de l'augmentation des salaires et sur la question des conditions de travail, moi je pense que c'est là où on aborde le sujet intéressant. Sur la question d'augmentation de salaire, si vous augmentez les salaires à l'heure actuelle, vous faites la même politique que François Mitterrand en 1981. Oui. François Mitterrand avait augmenté le SMIC d'un montant à 2 chiffres à l'époque. Hausse du chômage, désindustrialisation, voilà. Et surtout augmentation de l'inflation. Parce que si par cas vous augmentez l'inflation sans augmenter la production de produits, vous créez un décalage. Vous créez un décalage entre l'offre et la demande. Le sujet essentiel pour faire baisser l'inflation, tout le monde le sait, c'est de créer un choc d'offres pour qu'il y ait davantage de produits en circulation sur le marché, pour en fait créer davantage de produits pour faire baisser le prix. Ensuite, après sur la question du conditions de travail, et William termine et sur après, la question des conditions de travail, là par contre je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que beaucoup de salariés dans le privé et dans le public se concentrent davantage sur le bien-être, les conditions de travail, la liberté de travail, l'aménagement du temps de travail et surtout l'avoir des moyens nécessaires. Vous travaillez pour l'UNSAF fonction publique, vous savez par exemple que les policiers, au-delà des augmentations de salaire, ils ont besoin de matériel et surtout d'équipement en fait pour pouvoir aller sur le terrain, etc. Donc si par cas il y a une possibilité d'accord avec le gouvernement afin d'améliorer l'efficacité du service public sans pour autant augmenter la masse salariale, je pense qu'ils sont prêts à taper avec l'intersyndicale. Nous allons y revenir sur ces conditions de travail parce qu'il y a aussi la possibilité de se déplacer, d'aller à son travail sans tomber dans des galères, sans avoir à payer des sommes mirobolantes pour se déplacer. Donc tout cela, ça fait partie des demandes sans doute des syndicats. Mais juste Denis Gravouille, en 30 secondes, sur l'histoire des salaires, des gros patrons, de ces sommes exorbitantes. Honnêtement, sur l'histoire du CAC 40, est-ce qu'on peut aujourd'hui infléchir la tendance ? J'espère bien. Le récit qui nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est assez fracassé sur les périodes du Covid. Pendant ce temps-là, on nous a dit, tiens, d'un seul coup, on a découvert de l'argent public. Il fallait absolument sortir des milliards et des milliards. Tant mieux pour protéger les emplois. Sauf que derrière, on nous recommence à nous dire qu'il va falloir à nouveau repartir sur des licenciements, la précarité et autres. Non, il y a une autre manière. Il commence à y avoir une nouvelle. La preuve qu'on peut répartir les richesses autrement. La preuve, puisque c'est le 6e pays le plus riche du monde, dans lequel il y a l'homme et la femme la plus riche du monde. Oui, il y a d'autres manières d'y arriver. C'est un combat universel, international. C'est un combat international, mais c'est un combat en France aussi et en Europe, parce qu'on ne peut pas bâtir uniquement l'Europe sur les exigences du marché. Il faut le bâtir sur l'exigence de la démocratie et de la démocratie sociale en particulier. Cher Denis Gravouille, c'est un combat international. C'est peut-être même la lutte finale. Le 1er mai, c'est un combat international. D'ailleurs, il y a énormément de délégations internationales qui viennent au 1er mai. Il y en a énormément qui viennent, puisque justement, on est très observé et très soutenu par l'ensemble des syndicats, notamment européens et internationaux. Nous revenons tout de suite. On a plein de questions à vous poser. Vous l'avez compris, les auditeurs de Sud Radio aussi, au 0826 300 300. Plein de questions. C'est pas mal parce que on a beaucoup parlé des retraites, mais là, nous sommes dans le concret. Et on sent que ça va être la teneur du discours aujourd'hui. Tiens, on va aller négocier avec le gouvernement. Alors on y va. On l'a dit. Pouvoir d'achat, conditions de travail, les salaires, etc., etc. On en parle déjà sur Sud Radio. Nous y sommes. Grosse journée de mobilisation. Un 1er mai qui restera dans l'histoire. Le 1er mai 2023. Avec la mobilisation syndicale. Laurent Berger de la CFDT veut casser la baraque. Sophie Binet pour la CGT est remontée. Elle est présente sur tous les plateaux depuis ce matin. Tout le monde attend de ce 13e rendez-vous de mobilisation suite à la réforme des retraites. 13, est-ce que ça portera bonheur ? Nous verrons bien. William T est avec nous, président du think tank Le Millénaire, en observateur intransigeant de la vie politique et économique. Et face à lui, Denis Gravouille pour la CGT et Luc Faré pour UNSAF fonction publique. Bon, quand nous regardons cette déclaration du ministre du Travail Olivier Dussopt, la reprise du dialogue avec les partenaires sociaux est utile, mais est aussi une obligation d'efficacité. Vous allez dans son sens, Luc Faré, c'est dès demain le discours, même si à l'intersyndicale. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, je le répète, si nous sommes invités, l'UNSA sera présent dans ces discussions avec le ministre du Travail, avec la Première ministre, avec le Président de la République. Et je le dis une nouvelle fois, nous avons des sujets, dont celui du pouvoir d'achat, dont celui de la rémunération des agents publics, par exemple. Ouais. Au bout d'un moment, Denis Gravouille, les Français aiment quand même une espèce de réconciliation, c'est-à-dire on campe sur nos positions, mais tiens, ils vont se parler, c'est bien, c'est important.
sais pas si c'est une réconciliation, mais en tout cas, nous, on va porter la parole des salariés, des agents de la fonction publique, de tous ceux qui sont concernés, des précaires, des allocataires du RSA, parce qu'il y a une des réformes du SOPT, c'est de tacler les allocataires du RSA. Donc, oui, on va porter cette parole-là. Maintenant, on verra bien, on va le faire. Il y a l'intersyndicale demain matin et on va s'organiser pour porter le plus de sujets convergents, mais une réconciliation, je suis pas sûr. Alors, oui, c'était volontairement provocateur de ma part, mais réconciliation sur la possibilité de se parler, ça fait quand même du bien. D'ailleurs, avec qui vous aimeriez? On demande que ça. Vous êtes obligé, on est d'accord. On demande que ça de discuter de toute façon. Avec les employeurs et avec les employeurs, entre autres, pour les agents publics qui sont l'État ou les collectivités. Et je voudrais revenir quelques instants sur quand même le 1er mai. Le 1er mai, c'est une nouvelle journée de mobilisation pour ou contre cette réforme des retraites, pour le retrait de cette réforme. Et nous avons encore dans le calendrier, et nous l'avons cité tout à l'heure, deux dates. On a le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur le référendum d'initiative partagée. Je ne sais pas quelle sera sa décision. Mais si le référendum est acté, il va falloir que nous nous mobilisions pour nous permettre d'obtenir 4,8 millions de signataires. Et c'est très important. Oui, c'est la règle pour que ce soit... Voilà. Il y a des chances, William T, honnêtement? La difficulté, c'est que le RIP a été imaginé pour ne jamais être activé, mis en place. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que les 4,8, on les aura. C'est-à-dire qu'il y a les conditions, et le Conseil constitutionnel, lors de la dernière analyse sur la réforme des retraites, avait refusé le dernier RIP. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut atteindre 4,8? Normalement, ça a été un chiffre qui a été placé pour jamais être atteint, seulement au vu de la taille des mobilisations, au vu du rejet de la réforme des retraites. La question se pose. La question se pose véritablement. C'est pour ça que la deuxième étape, après le 1er mai, c'est aussi la loi d'abrogation déposée par le groupe Lyotte qui pourrait être discutée au mois de juin. Et qui peut être adoptée. Donc on a devant nous des événements importants par rapport à cette réforme ou contre cette réforme. Mais ça ne nous empêche pas de continuer nos discussions avec les employeurs pour pouvoir améliorer, comme je le disais, les rémunérations, les conditions de travail et l'ensemble des sujets que nous souhaitons porter, nous, organisations syndicales. Denis Gravouille, sur la décision de l'intersyndicale demain, admettons que vous y alliez à la table des négociations. Pour vous, l'interlocuteur, alors autour de la table, il faut forcément déjà les gens du MEDEF, les représentants du monde patronal, mais qui serait le meilleur interlocuteur? La Première ministre, le ministre du Travail, le président de la République? Vous voulez qui autour de la table? Nous, on veut le gouvernement, mais la question, la discussion, quand je disais qu'on ne demande que ça, c'est que des discussions, il peut y en avoir, mais il faut savoir si on va être entendu. Depuis le début, on a eu des pseudo-concertations sur l'affaire de la retraite, dans lequel il n'y a eu aucun bougé, pas une virgule entre le moment le projet du gouvernement et le résultat. Donc c'est totalement vrai. Il y a eu des adaptations. D'accord, il y a eu des virgules. D'accord, il y a eu des virgules. Mais sur le fond, il n'y a rien eu. Sur le fond des 64 ans, sur le fond de l'injustice de cette réforme, même sur le financement. Donc il n'y a absolument rien eu. Et c'est valable sur tout. C'est pas vrai, dit William. Moi, je vous le dis parce que j'ai fait par exemple d'autres concertations sur France Travail et c'est pareil. Le gouvernement avance d'un truc et sur la réforme de retraite n'a rien bougé. Attendez. Chacun son tour. Denis Gravouille, oui. Il n'y a pas eu d'écoute de l'ensemble de l'organisation syndicale qui ont porté des points, notamment sur le refus des 64 ans. Ça, c'était un refus total. Oui, et donc, notamment sur celui-là. Mais vous, William T, vous dites qu'il y en a quand même eu des adaptations. Moi, je dis qu'il y en a eu entre la présentation du projet par Elisabeth Borne mi-janvier et le texte que nous avons actuellement qui a été adopté, vous avez des grandes différences majeures. Est-ce que sur les 64 ans, qui était un totem pour les syndicats, il y a eu un refus du gouvernement de lâcher? Effectivement. Est-ce qu'il y a eu un aménagement pour les carrières longues et ceux qui ont débuté tôt? Un peu. Est-ce qu'il y a eu des aménagements sur les professions pénibles? Oui. Est-ce qu'il y a eu des aménagements sur différents dispositifs? Pour l'emploi des seniors, ça a été proposé, mais rejeté. Ça va être intégré après. Donc il y a eu des... Vous pouvez pas dire, venir à la table des négociations et dire le gouvernement propose rien, alors que à la fois le gouvernement et les forces politiques à l'Assemblée nationale ont réussi à faire bouger un texte qui peut être pour vous, qui peut être mineur, ça peut être mineur, mais vous pouvez pas dire c'est le même texte qui était présenté par le gouvernement. Je veux, monsieur, saluer ici Luc Faré qui a fait preuve de discipline, qui demandait la parole. C'est à vous. Merci. Moi, je voudrais revenir sur d'abord cette réforme et l'écoute du gouvernement. Si on est sur des négociations, ce que l'on appelle pour la suite, eh bien, ça veut dire que chacun est capable de compromis. Et les compromis
donnés par le gouvernement en matière d'âge ne sont pas ceux que nous souhaitions obtenir. Je reviens maintenant sur la suite. La suite, évidemment, c'est de négocier et d'ouvrir des négociations. Je me rappelle, je n'étais pas bien grand, j'avais 3 ans, mais mai 68. En mai 68, et là, tout le monde il y a eu un Grenelle, c'est comme ça que ça s'est appelé, un Grenelle qui a permis de réunir l'ensemble des organisations syndicales et d'obtenir des avancées très importantes pour l'ensemble des salariés. Eh bien, allons-y, faisons un Grenelle avec l'intersyndicale dans son entier et ouvrons pendant ces 100 jours des négociations. C'est vrai que pour l'ensemble des Français et les auditeurs de Sud Radio, tout le monde de plus en plus se dit mais c'est quand même une occasion. Tout à l'heure, nous parlerons de la relation des Français au travail dans notre dernière demi-heure sur Sud Radio. Mais aujourd'hui, il y a quand même le sentiment, déjà celui-ci, Denis Gravouille. Aujourd'hui, un senior, c'est-à-dire on a passé 45 ans. Il y a un mal-être terrible de la part de personnes qui sont dans leur entreprise, qui se sentent considérées comme des vieux, jetés à la poubelle et qui se retrouvent en pré-retraite. Ça, il faut faire quelque chose. C'est insupportable. Déjà, actuellement, il y a un nombre de gens. On sait très bien que quand on passe 50, 55 ans, on est près de la porte. C'est ce que vivent. Alors d'abord, il y en a un nombre considérable qui sont déjà à la porte, puisque entre 60 et 64 ans, il y a plus de la moitié des gens qui ne sont pas dans l'emploi. Et puis d'autre part, il y a tous ceux qui voient la menace des plans de licenciement, de restructuration, les plans de départ et autres. Donc ça, c'est insupportable. Ce qui prouve bien qu'il faut... nous, on défend la retraite à 60 ans, ce serait la meilleure des solutions pour toute la société. Et c'est finançable. On n'a pas le temps de le développer. Mais par ailleurs, il y a une pression sur les jeunes à cause de la précarité et sur j'ose pas dire les vieux, parce que on se sent pas les vieux. Seniors, on dit les seniors. Les seniors, en tout cas, mais sur les gens qui approchent de la soixantaine en leur disant vous êtes inutiles. Ça, c'est totalement ce qu'il faut changer comme façon de faire dans le travail. C'est vrai que déjà, on va dire en termes de communication sur l'approche de cette question de la réforme des retraites, cette question-là que beaucoup de gens vivent, elle est insupportable. William T, ça va bouger. Alors, ça n'a pas été validé, l'option de protection de l'employé senior, mais concrètement, c'est un enjeu considérable. Est-ce que ça va bouger ? Moi, je pense que ça peut bouger parce que le gouvernement est prêt à faire des compromis avec l'intersyndicale. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à négocier sur les questions de l'emploi. Maintenant, c'est négocier comment ? Moi, je pense que l'index senior ne sert à rien. C'est complètement inutile, ça ne sert à rien. Moi, je pense que de toute façon, les entreprises... C'était une espèce d'obligation de quota. C'est l'idée du quota, mais le quota ne marche pas. Ce qui compte, c'est les incitations pour faire en sorte qu'une entreprise puisse garder un employé qui lui revienne moins cher. Enfin, c'est plus rentable pour lui de le garder. Et les conditions de travail, on est bien d'accord. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est la modulation des cotisations sociales en fonction de la durée de l'emploi. Plus l'employé reste longtemps, plus on devrait baisser les cotisations sociales pour que ça coûte moins cher à l'entreprise avec l'expérience. Il y a un deuxième point à voir, c'est la culture. Vous accentuez le déficit, alors. C'est pas grave. La culture et juste, William T, quand vous dites ça, c'est sympa évidemment pour les gens qui restent en place et qui se disent je vais rester dans mon entreprise, mais tous ceux qui n'y sont pas là, qui sont dégagés. Voilà, tous ceux qui sont engagés. On va arriver au deuxième point. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion qui est menée au sein des entreprises sur comment valoriser les personnes expérimentées, parce que trop souvent en France, et c'est spécifique quand même à une culture ouest-occidentale, on ne valorise pas les personnes qui sont là longtemps et qui apportent de l'expérience, parce qu'en fait on est sur une logique de vous faites une tâche, vous êtes productif ou pas, alors qu'il y a des personnes qui peuvent apporter sur d'autres manières. Luc Faré, Luc Faré là-dessus, UNSA fonction publique, qu'est-ce que vous proposez ? Vous le dites, vous allez aussi, vous y êtes invité, bien sûr, autour de la table des négociations. Qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi des seniors ? D'abord qu'on travaille sur les conditions de travail durant toute la carrière qui permettent à l'ensemble des personnes de pouvoir effectivement être en emploi plus tard que ne le sont aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut tenir physiquement déjà. Dans la fonction publique, on sait que tous les fonctionnaires partent à 62 ans aujourd'hui. Donc si cette réforme va jusqu'au bout, ça veut dire 64 ans, et ça veut dire comment on fait pour que l'ensemble des agents publics puissent assurer leur mission jusqu'à 64 ans. Un policier qui va au combat, comment il fait à 64 ans quoi. Le policier, lui, peut partir un peu avant, ça sera 54 ans, 50... Mais les infirmières, infirmiers, etc. Les enseignants, comme on fait à 64 ans devant des classes surchargées. Donc il faut retravailler sur l'ensemble des conditions de travail, dans tous les métiers, pour pouvoir permettre de pouvoir continuer d'avoir des carrières longues. Puisque c'est le sujet qui est sur la table aujourd'hui. Et ça oblige de se réinterroger
à la fois sur les conditions matérielles, mais aussi sur les missions et sur l'engagement et la possibilité de travailler. Et comme vous avez évoqué l'expérience, eh bien oui, l'expérience doit être reconnue dans l'ensemble des entreprises et des services publics. Et sur Denis Gravouille, alors c'est un mot qui est cher au président de la République, un domaine dans lequel d'ailleurs il a montré certaines réussites, celui de la formation. Si à un certain âge, on permet, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, on évoquait le sport, qui est une de mes passions, mais quelqu'un qui arrive à 60 ans, un peu fatigué, on lui apprend à coacher une équipe de jeunes, par exemple, et d'être rémunéré par un club de sport. Ça, c'est intéressant, par exemple. Il faut créer des emplois dans le milieu associatif. Donc pour l'instant, le milieu associatif, il fonctionne beaucoup grâce aux retraités. Si on recule l'âge de la retraite, on risque de le mettre à mal. Ça, par ailleurs, c'est un phénomène qui a déjà été documenté, y compris quand on est passé de 60 à 62 ans. Donc, mais créer des emplois, ça veut dire aussi des investissements. C'est ce qu'on dit. Il faut créer des emplois et il faut répartir le temps de travail. Il faut répartir le temps de travail à travers la retraite à 60 ans, mais aussi avec les 32 heures. Il y a des entreprises qui se lancent là-dedans en disant c'est plus intéressant pour la transition écologique de travailler sur 4 jours, de travailler avec des gens qui se sentent mieux au travail. D'ailleurs, il y a par exemple des cadres qu'on embauche mieux dans des entreprises qui promettent une meilleure façon de fonctionner. Bon, ben, tous ces chantiers-là, ils auraient dû être mis sur la table avant. Là, les 64 ans, nous, on va pas renoncer. C'est un scandale parce qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir tenir jusqu'à cet âge-là. On peut faire plein de propositions. Quelle chance, finalement. Essayons de positiver. Quelle chance. Ce débat que vous avez posé, vous, les syndicats, cette loi qu'a proposé le gouvernement, la réforme des retraites, ça nous met en face de réalités, de questions essentielles. Nous avons encore un petit peu de temps pour en discuter. On doit marquer une respiration et puis on y vient. Si vous avez des propositions, 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, mais disons-le clairement, ce que viennent de nous dire nos amis syndicalistes, le regard des politiciens, bien, on est peut-être là au moment d'un débat crucial et si on en profitait pour saisir la balle au bon. Allez, à tout de suite. Alors, ce 1er mai 2023, la grande mobilisation, vous y allez, vous allez défiler, passez-nous un petit coup de fil, 0826 300 300. Nous discutons avec nos invités, Denis Gravouille de la CGT, Luc Farré d'UNSA Fonction Publique et puis William T, le président du think tank Le Millénaire. La question de départ, on va la reposer, William T. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce 1er mai, de cette mobilisation ? Alors, un premier degré de lecture, l'évolution de la réforme des retraites, mais, parce que j'ai compris votre réponse, avant de vous l'avoir posée, un deuxième degré de lecture, le fait de pouvoir enfin rentrer dans un vrai débat que les syndicats demandent. Moi, je pense qu'il y a plusieurs points intéressants. Le premier, c'est que les syndicats se sont relégitimés. Ils avaient une perte de code de confiance qui était montrée par tous les sondages appelés Fracture française produits par l'Ipsos. On voyait qu'il y avait une perte de confiance au même titre que des partis politiques. Donc les syndicats ont montré leur utilité lors de ces 4 derniers mois. Le deuxième point... parce que j'ai l'impression que certains ressortent un peu plus. Laurent Berger un peu plus, mais même CFDT, CGT, ça marche bien. Voilà, tous quand même globalement. FO un peu moins visible. Quand vous posez la question sur est-ce que vous faites confiance aux syndicats, ça a augmenté, notamment, et au même titre que les entreprises. Ce qui n'est pas le cas forcément des partis politiques et des politiques. Le deuxième point que je vois, c'est que les manifestations se sont déroulées globalement sans violence. Ce qui n'était pas le cas lors de la manifestation des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes. Et donc c'est important que ça reste comme ça. La difficulté que je vois, c'est que depuis l'utilisation du 49.3, les services du renseignement notent une radicalisation du mouvement auquel on peut avoir certains ultras qui peuvent en fait conduire à des violences. Mais ces ultras ne sont pas issus des syndicats, on est bien d'accord. Donc ils s'infiltrent dedans. Donc pour l'instant, est-ce que les services d'ordre sont capables de tenir aujourd'hui, notamment celui de la CGT, les Black Blocs et Antifa? Le troisième point que je vois, c'est que les syndicats qui n'avaient aucun capital politique dans le premier quinquennat de Macron, sur les ordonnances travail, sur la réforme de la SNCF, etc., ont maintenant un capital politique pour pouvoir négocier avec le gouvernement. Emmanuel Macron lui-même, qui était très hostile aux syndicats, montre avec Elisabeth Borne qu'il est capable de négocier avec eux et qu'il n'a plus le choix. Donc est-ce que les syndicats ont engendré un capital politique capable de pouvoir négocier sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, etc. Alors justement, Denis Gravouille, les syndicalistes donc, pourront aussi compter aujourd'hui à Paris sur une trentaine de responsables internationaux, d'autres syndicats internationaux. Ça s'est passé un peu inaperçu, mais c'est important. Hein. C'est très important parce qu'il y aura des syndicalistes allemands, espagnols, états-uniens d'ailleurs, et brésiliens. Et on ne va pas tous les citer, mais ils sont très très nombreux parce que tout ce qui est fait en France est regardé sur ce plan-là. D'ailleurs, un syndicat
syndicaliste allemand a dit mais on aurait fait une semaine de manifestation au niveau de ce que vous avez fait, notre gouvernement a été obligé de discuter. C'est aussi un phénomène une question qui est sur le questionnement de la démocratie. On est très nombreux, on représente très clairement la majorité du monde du salariat et de la fonction publique, mais il faut continuer à ce que on cesse d'avoir un dialogue comme ça où tout descend d'une seule personne. Ça remet en cause, ça pose un problème démocratique, ça a été dit. Bon, mais on n'avait jamais disparu. Mais il faut dire aussi que, par exemple, puisqu'on parle... Enfin, vous n'aviez pas disparu, mais vous étiez affaibli. Vous étiez affaibli peut-être notamment par les réformes Macron, les ordonnances qui ont réduit les droits au CHSCT. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a largement contribué à éloigner les syndicats à la CGT et FO, Denis Gravouille. CGT et FO, on vous a souvent reproché de faire du communisme, c'est-à-dire vous faisiez plus de la politique que du syndicalisme. On a toujours fait du syndicalisme de terrain. On ne peut pas dire qu'on soit absent du terrain. La perspective de transformation de société, elle fait partie de la réflexion qu'on mène. Et puis, je ne sais pas si c'est un gros mot de dire faire du communisme. Nous, en tout cas, on a une visée de transformation sociale parce que c'est extrêmement important de proposer. On n'arrête pas de faire des propositions, d'imaginer notre protection sociale. La précarité, il y a des solutions contre la précarité, par exemple. On peut imaginer une sécurité sociale professionnelle étendue qui fait qu'il n'y a plus de chômage. Ça, c'est faisable. Mais quel intérêt d'avoir CGT et FO, par exemple? Pourquoi vous ne fusionnez pas? Parce qu'on est sur l'intersyndicale, là. Parce que nous, on est pour vous ne soyez une réorganisation syndicale. Que vous ne fassiez pas la fusion avec la CFDT, on l'a bien compris, d'accord, mais là, ça fait beaucoup pour les gens, c'est pas très lisible. Nous proposons toujours de réunifier le syndicalisme, mais il faut commencer déjà à travailler ensemble. Les mariages forcés, ça n'existe pas. Il faut déjà commencer à travailler ensemble, et c'est ce qu'on fait dans l'intersyndicale. Ce n'est pas censé exister, malheureusement, les mariages forcés. Enfin, bref. En tout cas, ça ne doit pas exister. Petite parenthèse. Voilà. Sur l'aspect sécurité, William T. évoquait les fameux Black Blocs. Quelle est votre observation, Luc Faré? Parce qu'on a bien compris que les syndicalistes ne sont pas aujourd'hui des gens qui dégradent. Mais vous, d'une certaine manière, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous reprochez une certaine tolérance complice du gouvernement avec ces Black Blocs? Pas du tout. Non. On peut rendre hommage à l'ensemble des forces de l'ordre qui ont assuré globalement le service de protection des cortèges, et en plus des services d'ordre des organisations syndicales qui ont eux aussi assuré le fait que les manifestations se sont déroulées globalement dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vous sur ces Black Blocs là? Parce que vos policiers, ils en ont assez, quoi. La question des Black Blocs est une question importante parce que ce sont des gens violents qui sont infiltrés dans les cortèges, et nous, à l'UNSA, nous les condamnons. Nous condamnons toute forme de violence. Et je le redis ici, nous rendons hommage à tous les fonctionnaires, agents publics qui ont protégé les cortèges. Alors, remets un petit scud, entre guillemets, non, mais je précise quand même vers la Bravenne, cette brigade d'intervention. L'intersyndicale, c'est fissure. Sur les questions, il y a eu des violences, aussi des violences policières, il faut quand même le noter. Tout le monde a entendu sur ce point-là. Et on a eu un schéma du maintien de l'ordre. Le préfet de police de Paris, il a commencé en disant on va faire différent de son prédécesseur, et ça s'est mieux passé au début. Puis quand ça a commencé à se tendre, on a eu des schémas du maintien de l'ordre extrêmement oppressifs. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. D'accord, mais Denis Gravouille, vous êtes un citoyen, vous avez votre famille. Le récit de la violence, Black Blocs ou autre, c'est quand même c'est aussi un échec du gouvernement, parce qu'on a voulu nous faire croire que ça allait dégénérer, et les gens, la majorité des manifestants ont continué à manifester de façon. J'ai manifesté pendant 12 manifestations. Il faut bien l'enrayer, cette violence, messieurs, quand même. Je n'ai pas vu de violence pendant les 12 cortèges. Il y a eu quelques feux de poubelle, il faut le reconnaître. Oui, mais vous avez vu le coup, ça fait 106 000 il n'y avait pas de violence dans les cortèges auxquels j'ai participé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. 106 000 € de dégradation, c'est le contribuable qui paye les dégradations. Parce que les Black Blocs se situent souvent en tête de manifestation, et en tête de manifestation, mais il faut bien les enrayer, messieurs. Ils ont été, en tout cas, en partie
arrêtés ou en partie, mais ils reviennent à chaque fois. Mais c'est un problème de c'est chaos qu'on nous toujours les mêmes promettait, 2000 en plus. le chaos qu'on nous promettait n'a pas eu lieu. Et on a été jusqu'à nous traiter de radicalisation quand on a fait des concerts de casseroles. Des concerts de casseroles. On avait voulu interdire les concerts de Sur la réforme des retraites. Oui, mais par exemple, à Sainte-Soline, c'était différent. Denis à Gravouille. Sainte-Soline, parlons du maintien de l'ordre, du choix du maintien de l'ordre, de mettre autant de policiers pour défendre un trou. Chacun son tour. Denis Gravouille, on vous met à l'aise. On vient de vous dire que les syndicalistes n'étaient pas violents, que la violence, les dégradations n'étaient pas de votre fait. On vous met à l'aise. Maintenant, quand vous dites, bon, la bravème, violence, etc., etc. Moi, je vous pose la question, j'allais vous le dire. Enfin, vous êtes citoyen. À Sainte-Soline, c'est 2 personnes qui étaient dans le coma. Il y en a un qui vient juste d'en sortir et qui est pour l'instant en coma. D'accord, mais il y a eu des policiers. est-ce qu'on doit y aller alors que l'autorité dit non, on n'y va pas, c'est interdit et on y va. Il y a bien un moment où... Et pourquoi est-elle interdite ? Je rappelle que les manifestations sur la retraite ont toutes été autorisées et tout était encadré. Et je crois qu'il faut qu'on revienne. Au fond, le 1er mai sera une journée populaire, une journée qui va se passer avec des familles, dans la bonne ambiance, avec. Donc je crois qu'il faut rester sur ces aspects-là. Évidemment, mais on ne peut pas occulter le reste. Mais c'est l'immense majorité. On ne l'occulte pas. Mais je tiens ici à redire que les organisations syndicales de l'intersyndicale ont appelé à 12 et maintenant 13 manifestations qui, globalement, dans leur ensemble, se sont bien déroulées. Et ça, tout le monde le concède et vous sortez vainqueur. Et on vient de le dire avec William T. Alors, je reprends l'exemple que je voulais donner. J'arrivais pas à le passer, mais je vais aller vers vous, William T. On est tous des citoyens. Denis Gravouille, il y a peut-être dans sa famille quelqu'un qui est commerçant à République et le pauvre, eh bien, il voit sa devanture, le pauvre artisan, tous les jours, qu'il y a une manifestation. Et en plus, quand les casseurs arrivent, les forces de l'ordre sont obligées de reculer. Ça, c'est un signal. Moi, je pense que c'est le signal qui est fondamental. Moi, je disais tout le reste était plutôt positif depuis 4 mois. Le problème essentiel, c'est qu'à chaque fois, à Sainte-Soline, à différentes manifestations, c'était moins le cas sur les manifestations sur la réforme des retraites, mais vous avez des actes de violence qui ont engendré principalement parce qu'on appelle les extrêmes gauches et les ultra-gauches. Évidemment, et c'est important de les condamner. À la mairie de Bordeaux, la porte elle a été dégradée apparemment par l'extrême droite. Donc il faut quand même dire les choses clairement. Après, droite-gauche, le bandit reste un bandit. On est d'accord. Toute violence est condamnable. Je pense que c'est ça le point essentiel. Mais moi, j'aimerais savoir, et William T. répondait, la violence est condamnable, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher au bout d'un moment, pour empêcher quelqu'un d'être violent, on est obligé d'être un peu violent. Je vais encore choquer. Moi, je pense que pour ces groupuscules, il faut les qualifier par leur nom. Lorsque vous venez pour faire de la violence en mettant un message politique, vous rentrez dans la qualification du terrorisme. Et là, vous permettez aux forces de l'ordre de pouvoir les appréhender préventivement. On l'a fait lors de la crise des Gilets jaunes. Les policiers ont pu avoir un usage très extensif de la façon d'appréhender. Et c'était un scandale. Oui, mais si par cas, moi je pense que le sujet durant les, je vais expliquer pourquoi c'est intéressant. Mais très rapide parce qu'on a 10 secondes. À chaque fois, comme vous l'avez dit, c'est bien pour l'emploi parce que les commerces se font toujours dégrader. Or, vous devez protéger les salariés et l'emploi. Le deuxième point, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas délégitimer toutes les manifestations à la fois par le pouvoir. Et donc, du coup, il faut qu'on ait toutes les violences. Et pour qu'on ait toutes les violences, c'est mieux qu'il n'y en ait pas. Et donc, arrêter les black blocs de façon préventive. Nous sommes le 1er mai. Nous remercions Denis Gravouille, membre de la direction de la CGT, Luc Faré, secrétaire général d'UNSA Fonction publique. Merci, messieurs, de nous avoir accordé de votre temps. Vous allez retrouver les camarades sur le défilé. Allez-y, vous manifestez, c'est votre droit. Parlez, soyez prudents. On a parlé de la sécurité. Protégez-vous, si c'est familial, pensez surtout, parce que malheureusement... On protégera tout le monde. Voilà, et c'est l'objectif. Merci William T. de nous avoir éclairé. Alors vous évoquiez des grands sujets du travail. On va y revenir dans un instant avec nos invités sur une étude de l'IFOP sur le rapport des Français au travail. C'est très intéressant, mais vous avez déjà un peu vendu la mèche, messieurs les syndicalistes, parce qu'on sait que dès la semaine prochaine, quand vous serez autour de la table des négociations, vous en parlerez. Je vous le souhaite d'être autour de la... Voilà, c'est bien pour ça. Mais allez, nous le souhaitons tous, pour l'intérêt du pays. Allez, à tout de suite.